une langue qu'on va qualifier de langage poétique, avec des critères qui sont somme toute très subjectifs, mais il est intéressant de se demander pourquoi on peut parler d'un langage poétique. Qu'est-ce qui nous appelle vers cette formule. Et enfin, la règle numéro 5, c'est, il me semble, de bien connaître les formes classiques de poèmes qui existent. Ensuite, je passerai au programme, hein, ne vous inquiétez pas. Connaissez par exemple la ballade, qui est formée de 3 strophes carrées, comme on dit, carrées, c'est-à-dire avec un nombre de vers et un nombre de syllabes dans chaque vers qui sont équivalents, par exemple 8 vers de 8 syllabes, donc un hutin d'octosyllabes. Et 3 strophes de ce type, avec un vers refrain en fin de chaque strophe, dans la ballade, et un envoi final, généralement, au destinataire. Souvent, un roi, un prince, tout dépend. Il y a aussi la forme rondeau, peut-être que certains la connaissent, donc avec 3 strophes de 5, puis 3, puis 5 vers. Le refrain du rondeau reprend les premiers mots du poème, et le poème dans son ensemble n'utilise que 2 rimes, hein, en tout et pour tout. Il y a aussi la forme de l'aude, qui est beaucoup plus difficile à définir puisqu'elle est très très malléable, hein, très souple, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas elle est en 3 temps, qu'on appelle respectivement strophe, antistrophe et épode, et que souvent elle a fonction d'éloge. C'est comme ça qu'on reconnaît une fonction de célébration dans tous les cas. Enfin le sonnet, mais là je vais rappeler des choses que vous connaissez bien, je pense, 2 quatrains, 2 rimes embrassées, et puis un sisin, alors soit en disposition italienne, avec des rimes embrassées à la fin, soit en disposition marotique, d'après Marot, avec des rimes alternées à la fin. Remarquez aussi dans le sonnet donc cette pointe finale dont je parlais tout à l'heure, le concetto, qui opère souvent une bascule, enfin un retournement à la fin, notamment chez Du Bellay, c'est très, très amusant souvent. Et puis une progression entre les 2 parties, donc entre les 2 quatrains et le sisin, avec une sorte de bascule qu'il vous faudra aussi repérer, parce qu'elle n'est pas toujours au 9e vers. Et cette bascule fait contraste entre peut-être une thèse et une antithèse, à vous de définir, hein, entre un comparant et un comparé, entre une loi et un exemple, par exemple, un exemple de cette loi, ou bien tout simplement un changement de ton ou l'élucidation d'un mystère qui aurait été présenté en première partie. Aragon disait que le sonnet était une machine à penser. C'est assez explicite. Voilà, je pense qu'on a fait toutes les mises au point nécessaires. Maintenant, on peut parler de choses un petit peu moins sèches et austères, c'est-à-dire le programme, qui porte sur la poésie, et je vous ai défini 5 problématiques, en gros, de la poésie, il me semble, qu'il vous faudra traiter souvent en dissertation. La première, c'est tout simplement de savoir est-ce qu'il existe un genre poétique, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas de genre poétique, mais seulement la poésie qui serait présente dans différents genres. Ce que Jacobson avait nommé la poéticité. Mais dans l'hypothèse de l'existence d'un genre poétique, qu'est-ce qui définirait ce genre poétique? Le vers, nous avons vu qu'il existe des poèmes en prose, le lyrisme, pas forcément, avec l'art pour l'art par exemple, il a été complètement mis à mal. L'absence de récit, pas forcément, parce qu'il y a aussi des poèmes qui sont narratifs.
on ne peut pas répondre évidemment à cette question maintenant, mais je vous invite fortement à définir la poésie au fil des âges, puisque sa définition évolue fortement entre la poésie des troubadours et des trouvères, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, celle de la Pléiade, la poésie classique de Malherbe est encore autre chose, la poésie didactique des Lumières est encore autre chose, la poésie romantique, la poésie moderne, les poèmes de prose, les vers libres, le surréalisme, enfin, voilà, il y a différentes manières de définir le genre poétique à chaque époque. Je vous renvoie aussi à l'anthologie de poèmes que j'avais constituée, qui est sur le groupe Facebook, avec voilà, des poèmes donnés au concours et qui sont donc analysables en 1 heure approximativement. Finalement, la problématique qui est rattachée à cette définition du genre poétique, c'est celle de la question de la contrainte et de la liberté. Toujours cette dialectique, contrainte et liberté de l'écriture. Je pense que c'est assez clair, vous n'avez pas besoin d'explication. La troisième problématique, il me semble, c'est quelles sont les différentes formes que prend le genre poétique et quelles sont leurs fonctions, ces formes, épiques, satiriques, didactiques, comment la poésie aussi a pu être engagée à un moment. Ça fait partie des grandes problématiques. Mais surtout, une problématique très intéressante et qui a fait l'objet de travaux chez Méchonic ou des gens de ce type, pourquoi la poésie est-elle considérée par la majorité comme le genre littéraire le plus expressif, celui qui nous émeut, pardon, et comment la poésie parvient-elle à faire passer une émotion? C'est assez mystérieux. Que ce n'est pas une sorte d'idée un peu surannée et romantique finalement aussi. Enfin, une grande idée aussi moderne de la poésie, c'est en quoi la poésie permettait la création d'un langage nouveau, et là évidemment on pense tout de suite à Rimbaud et la lettre d'Ouvrillon, un langage nouveau qui équivaut aussi à une nouvelle perception de la réalité. Voilà, je vous ai mis ensuite une série de lectures critiques utiles que vous trouverez toutes dans cet ouvrage, donc sous forme d'extraits commentés très bien, très clairement. Je vous renvoie à cette liste et à cet ouvrage. Et je vais passer maintenant à un court aperçu historique de la poésie pour vous rappeler vraiment des bases dans chaque époque, de façon à ce que vous puissiez remettre en contexte différents poètes, différents poèmes, que vous ne fassiez pas d'anachronisme, parce que ça c'est une faute par exemple, qui est gravement sanctionnée. Donc la poésie française prend naissance au Moyen-Âge avec la poésie lyrique, c'est-à-dire à l'époque chantée, au sens propre du terme, non pas la poésie lyrique romantique que l'on connaît. C'est la poésie des troubadours et des trouvères, donc. Et ensuite, elle évolue vers une plus grande virtuosité technique avec les grands rhétoriqueurs, dont sera héritier Marot, dont le père était un grand rhétoriqueur. Puis, au XVe, XVIe siècle, on voit naître une voie poétique nouvelle, plus personnelle, avec Villon et avec Marot, justement. Donc à cette virtuosité technique pure des grands rhétoriqueurs succède une veine plus individuelle. La Pléiade sera la synthèse, justement, de cette virtuosité alliée à une personnalité de la voix poétique, puisqu'elle est inspirée à la fois par les anciens, dans leur rigueur, et par les Italiens dans leur grande expressivité, Pétrarque notamment. La Pléiade, pardon, la Pléiade. Agrippa d'Aubigné est aussi
prend la suite de cette poésie du XVIe siècle, donc au début du XVIIe siècle, avec des thèmes très différents, la foi, la mort, avec cet ouvrage donc, surprenant que sont les tragiques, qui a une forte tonalité épique, hein, c'est presque une épopée finalement, qui dénonce, comme vous le savez, les crimes catholiques et qui espère une résurrection pour le peuple huguenot. On en reparlera après. C'est important que vous ayez tout ce contexte historique derrière. Ensuite, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on voit naître les règles en fait, de la poésie classique, notamment avec Malherbe et Boileau. Et c'est finalement la poésie dramatique qui va prendre le relais de la poésie lyrique avec Corneille et Racine. Cette poésie classique, dramatique, qui est opposée à la poésie baroque, qui lui est à peu près contemporaine, de Théophile de Viau et de Tristan l'Hermite, notamment, pour les baroques. La Fontaine est un cas un peu à part, assez difficile à interpréter, puisqu'il présente des fables didactiques, en quelque sorte, mais cette formule même de fable didactique peut être perçue comme un oxymore, puisque une fable, c'est ce qui est inventé, or ce qui est didactique doit nous apprendre des choses réelles, raisonnables. Donc c'est toute la problématique qui me semble centrale des fables de La Fontaine. Après, on peut les voir aussi sous plein d'angles différents. C'est pour ça que je peux parler vraiment d'un cas, La Fontaine, qui est à part. Dans les Lumières et le pré-romantisme, ensuite, hein, c'est là qu'on va trouver la poésie au XVIIe siècle, avec des poètes, des poèmes chez Voltaire, qui sont assez dépréciés malheureusement, qu'il est important de connaître. Des poèmes aussi chez Chénier qui annonce le romantisme. Et la prose lyrique de Rousseau, notamment dans les rêveries, etc. C'est là qu'on parle de pré-romantisme, effectivement. Au XIXe siècle, troisième période, grande période, c'est au contraire la sensibilité du moi, le moi romantique qui est mise en avant, à l'honneur, avec Lamartine, avec Musset, mais aussi une figure du poète mage chez Hugo, également chez Vigny, dans certaines allégories. Et puis, on trouve d'autres tendances, par exemple un retour aux sources anciennes, notamment chez Nerval, qui écrit des chimères, ou qui a de nombreuses références mythologiques notamment. Tout cela est fortement contesté par l'idéologie de l'art pour l'art, qui est prônée par Théophile Gautier, Hérédia, Banville. Là, il y a des grands textes aussi, non pas forcément poétiques, des sortes de manifestes qu'il faut aussi connaître. Et puis, il y a, avec Baudelaire, l'avènement de ce qu'on a appelé la modernité en poésie. Je serais bien en peine de faire un examen concis de ce terme ici, mais vous pourrez retenir des formules, des citations qui sont restées de Baudelaire, qui peuvent définir un peu ce qu'il entendait par modernité, lorsqu'il dit par exemple « tirer l'éternel du transitoire », ou extraire la beauté du mal. Il me semble que ce sont les deux expressions de Baudelaire qui résument le mieux finalement sa poésie, et elles sont bien sûr insuffisantes à l'interpréter. Enfin, vers la fin du XIXe siècle, les poètes s'attellent à l'invention d'un langage neuf, avec Rimbaud, Verlaine, Lautréamont aussi, qui est un cas un petit peu à part, qui est dans cette même veine.
Et puis évidemment le symbolisme dont Mallarmé est l'emblème, et qui prône la disparition du poète, donc le moi, et de l'objet en tant que réalité, au profit du signe, précisément. Là, je vous renvoie évidemment au fameux sonnet en X. Enfin, et c'est là que Jules Laforgue apparaît, c'est toute cette vague décadentiste, un peu grinçante et ironique, dont Jules Laforgue est aussi l'un des représentants par son caractère très parodique. L'usage de la parodie, l'usage de l'autodérision sont fréquents chez Laforgue, on va y revenir. Il y a d'autres poètes qui sont un peu comme lui, il y a Tristan Corbière, et il y a Charles Cros. Également, ce sont des poètes que vous pouvez aller regarder un petit peu pour voir ce qui se faisait à l'époque de Laforgue. Après le